Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal et à la une ce jeudi, il y a d'abord ce déplacement du prince Albert II en Italie. Il y a visité la commune d'Irsina dans le sud du pays, accueilli avec beaucoup d'enthousiasme. L'occasion pour lui de renouer avec l'histoire de ses ancêtres. Nous l'avons suivi sur place et vous entendrez son témoignage. Et si la politique n'était qu'une affaire de pouvoir, c'est l'une des grandes questions posées hier soir au One Monte Carlo à l'occasion d'une conférence exceptionnelle menée par l'ancien commissaire européen Yves Thibault de Silguy. Ce vétéran de la politique qui se définit comme corsaire sera notre invité ce soir et nous livrera son analyse sur l'état du monde. En sport, l'AS Monaco FC organisait sa soirée des abonnés hier au Grimaldi Forum. À cette occasion a été dévoilée l'arrivée prochaine au club de l'international anglais Eric Dier, joueur défensif du Bayern Munich. Vous entendrez sa réaction et celle du directeur de l'AS Monaco, Thiago Schiuro. En volley, les nationales de féminines joueront prochainement les phases finales du championnat de France et les Jeux des petits États d'Europe. Des dates importantes pour cette équipe qui affiche 40 victoires d'affilée, mais aussi beaucoup d'émotions pour elle car ce seront les dernières compétitions de leur emblématique entraîneur, Eva Hamzaoui. Elle sera avec nous dans quelques instants. Et puis le Monaco Ocean Protection Challenge a fait son retour hier au musée océanographique, un concours international qui réunit les jeunes talents engagés pour le monde bleu. Reportage à suivre à la fin de cette édition. C'est une visite encore très symbolique. Le prince Albert II s'est rendu en Italie, à Irsina, petite commune de Basilicate dont le passé est richement lié à la famille Grimaldi. Accueilli avec beaucoup d'émotion, le souverain a pu y découvrir les lieux, renouer avec son histoire et sceller un lien ancien qui demeure aujourd'hui encore une véritable fierté. Voyez le reportage de nos correspondantes sur place, Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni. À Irsina, l'histoire des Grimaldi s'écrit encore dans les ruelles et les mémoires, une étape discrète mais pleine de sens pour raviver les liens entre la principauté et l'Italie du Sud. Perché sur les hauteurs de la Basilicate et la petite ville d'Irsina a accueilli le prince Albert II. Une cérémonie officielle qui a permis de saluer un moment fort, l'entrée d'Irsina dans le cercle restreint des sites historiques Grimaldi de Monaco. Un geste symbolique marqué par le dévoilement d'un panneau commémoratif sur la Piazza San Francesco pour souligner les liens anciens entre la dynastie monégasque et cette terre du sud de l'Italie. È un sito importante perché è stato proprietà dei Grimaldi per lungo tempo e quindi questo si lega molto alla filosofia che stiamo affrontando con la nostra associazione, cioè quello di unire tutti quei comuni che hanno comunque un contatto con la famiglia Grimaldi, un matrimonio, un possedimento o un assassinio come Dolciacqua per esempio, e quindi li stiamo mettendo in rete per creare qualcosa di comunicazione attraverso la famiglia Grimaldi e attraverso il Principato di Monaco che dà a questi piccoli borghi anche una visione internazionale, quindi importante per l'economia di questi paesi. Rappresenta un momento importante per questa comunità perché è la prima volta che un capo di Stato viene in un piccolo comune così, è un evento per loro eccezionale e dà la possibilità di essere visti e conosciuti praticamente in tutta Italia et non solo, quindi sicuramente un momento importante per questa comunità. C'est dans ce petit village aux ruelles escarpées et au patrimoine préservé que le souverain a déambulé à pied, salué tout au long de son parcours par la foule. Les habitants fiers de cet honneur avaient tout prévu. Drapeaux, fleurs, fanfares et sourires. Les enfants des écoles s'étaient massés sur le passage du cortège. L'ambiance entre ferveur populaire et chaleur humaine a traduit l'attachement sincère d'Irsina à ce nouveau lien avec la principauté. Irsina è lieta di questo bellissimo evento nella giornata odierna con la visita del principe Alberto II di Monaco. È un evento di una portata storica per Irsina e un legame storico che affonda le radici nel passato, perché la famiglia Grimaldi tra il 1568 e il 1864 è stata feudo di Montepeloso. Irsina si chiamava Montepeloso fino al 1895 e questa è una cosa bellissima. Un evento che parte comunque già da alcuni anni fa, quando Irsina è entrata all'interno dei siti storici Grimaldi di Monaco. Da qui poi è partito un percorso che ci porta oggi a festeggiare insieme al principe. Questi legami storici vedono addirittura una parte artistica che oggi vedremo con lo scoprimento della targa lapidia del Principato di Monaco, della famiglia Grimaldi, e quindi siamo molto felici e orgogliosi di questo evento. Le prince Albert II a exprimé son enchantement après sa visite à Irsina, soulignant l'émotion de renouer avec ce pan d'histoire lié à la famille Grimaldi. Il y a vraiment une richesse artistique, patrimoniale, culturelle importante et voilà, on est très heureux que cette commune ait rejoint les sites historiques Grimaldi de Monaco ici en Italie et je crois qu'elle va apporter beaucoup à l'association et qu'on pourra l'accueillir aussi bientôt en principauté.
Après la visite de l'église San Francesco et la découverte d'un blason restauré de la famille Grimaldi, le souverain s'est dirigé vers la majestueuse cathédrale Santa Euphonia. Au lieu spirituel d'Irsina, elle domine la ville et raconte, à travers ses fresques et ses pierres, une histoire empreinte de foi. C'est là, dans le silence recueilli de ce monument sacré, que le prince Albert II a conclu sa visite, en écho aux racines profondes qui unissent Irsina à l'histoire des Grimaldi. Nous en parlions dans notre édition d'hier. La 134e session du Comité des ministres du Conseil de l'Europe s'est tenue durant 2 jours à Luxembourg. Une session annuelle réunissant les ministres des Affaires étrangères des 46 États membres afin de définir les grandes orientations stratégiques de l'organisation. Christine Petit-Homel, vous avez suivi ce rendez-vous auquel a participé notre ministre des Relations extérieures, Isabelle Béraud-Amadei. Que faut-il en retenir ? Oui, cette 134e session s'inscrit dans le cadre du 75e anniversaire du Conseil de l'Europe et met en lumière son rôle clé dans la défense des droits humains, de la démocratie et de l'état de droit, conduite par Isabelle Béraud-Amadei, ministre des Relations extérieures et ministre d'État par intérim. La délégation monégasque a réaffirmé son engagement en faveur de ces valeurs et du dialogue multilatéral. L'événement marquait également la fin de la présidence luxembourgeoise entamée en 2024 et le passage de relais à Malte. Cette session a revêtu une importance particulière pour Monaco qui a su s'affirmer au fil des ans sur la scène diplomatique européenne et qui prendra la présidence du Comité des ministres en mai 2026 avec une feuille de route déjà bien remplie. Le sujet principal qui est déjà connu, c'est la question du sport, puisque nous allons accueillir la conférence des ministres des Sports les 3 et 4 novembre prochains en 2026 à Monaco. Nous avons également les sujets qui tiennent à cœur à la principauté de longue date, comme la protection des enfants, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, notamment, qui sont les sujets majeurs pour la politique internationale de Monaco, et également la défense du système européen de protection des droits de l'homme, puisque nous allons dès décembre prochain assumer la présidence du comité sur le suivi de l'exécution des arrêts, et également la protection du système de la Cour européenne des droits de l'homme, auquel nous allons notamment aussi apporter un soutien financier renforcé. Au cœur des débats, des sujets d'actualité majeurs, le soutien à l'Ukraine face à l'agression russe, la défense des droits humains et la lutte contre le recul démocratique en Europe. En tant qu'État européen, nous sommes concernés au premier chef par les menaces qui se font pour la sécurité sur le continent et effectivement sur l'impact pour les systèmes démocratiques et l'instabilité qui peut en découler. Donc effectivement, ça peut avoir des conséquences directes pour la principauté, bien qu'on puisse peut-être pas s'en apercevoir au premier lieu. Une journée qui fut également rythmée par des échanges riches et constructifs. Isabelle Béraud-Amadei a pu rencontrer ses homologues et a pu s'entretenir avec le secrétaire général du Conseil de l'Europe, Alain Berset, autour du nouveau pacte démocratique, initiative visant à renforcer la démocratie en Europe et recentrer l'action du Conseil sur la sécurité démocratique. Lors de ce déplacement, Isabelle Amadei Béraud a également pris part à de nombreuses rencontres bilatérales en rencontrant les ministres de l'Autriche, d'Andorre, du Monténégro ou encore de la Moldavie, l'occasion de renforcer un peu plus les liens diplomatiques entre les États membres et d'approfondir la coopération. We share with Monaco the desire to see an international rule-based order. Our common desire is to promote peace. But also to have human rights respected everywhere, especially rights of children, the rights of women, and at the same time we strive, of course, to make sure that the Council of Europe remains a strong organization in promoting democracy, rule of law, and that the European Court of Human Rights remains a strong, fundamental pillar of democracy and rule of law in Europe. Avec ce déplacement luxembourgeois, la principauté de Monaco affirme ainsi son rôle croissant au sein du Conseil de l'Europe, tout en préparant activement le terrain diplomatique et politique en vue de sa future présidence en mai 2026. Lui a été commissaire européen, diplomate, conseiller de Jacques Chirac, d'Édouard Balladur, mais aussi président des groupes Suez et Vinci. Yves Thibault de Silguy donnait une conférence hier dans la salle des arts du One Monte Carlo et il nous fait l'honneur d'être notre invité. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Merci d'être avec nous sur Monaco Info. Vous proposez cette conférence en débat avec Joël de Viras, journaliste et responsable éditorial de la Société des Bains de Mer. Le thème est celui de votre livre sorti l'année dernière, Navigation dans les eaux agitées du pouvoir. De quelle forme de pouvoir parlez-vous dont les eaux sont aussi agitées? Que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, puisque j'ai participé moitié-moitié dans les deux secteurs au cours de ma vie professionnelle, j'ai toujours côtoyer, c'est une chance dans un certain cas, les instances dirigeantes, les pouvoirs, qu'ils soient publics ou privés. Et j'ai toujours, tout au long de ma carrière, eu la chance de naviguer dans des eaux agitées parce que c'était toujours des crises à gérer ou des dossiers très contentieux. Voilà, et on va en parler. Alors on prend un petit peu d'avance dans le détail. Quels sont les thèmes abordés pendant ce débat? Un thème économique, la France, où en est-elle, où va-t-elle? L'Europe, quel est son avenir? Que va-t-il se passer? Et enfin, le vaste monde. Et le vaste monde, c'est aujourd'hui la domination américaine et la politique de Trump qui est en train de remettre en cause beaucoup d'acquis de ces dernières décennies. Pourquoi parler de pouvoir et de votre expérience du pouvoir dans une conférence à Monaco? Quel message est-ce que vous souhaitez transmettre au public, particulièrement monégasque? Pour Monaco, la paix, la sécurité de l'Europe, la stabilité des relations internationales, ce qui se passe au Moyen-Orient, comme ce qui se passe sur le front russo-ukrainien, sont des questions qui peuvent avoir des conséquences pour Monaco et qui intéressent Monaco. Monaco n'est pas un îlot isolé du reste du monde. Monaco vit dans un environnement français, international et européen, bien sûr. Alors le premier titre de votre livre sorti l'année dernière, c'est Mémoire d'un corsaire, dans lequel vous racontez notamment votre expérience formatrice du service militaire de la marine, d'où le titre évocateur. Qu'est-ce que vous voulez dire par corsaire? Vous êtes un corsaire de la politique? Non, mais je suis un breton. Et un breton, c'est un marin. Et un marin qui, comme je l'ai été, c'est un marin qui s'est battu toute sa vie dans de multiples combats. Moi, j'ai fait la guerre de la morue avec le Canada, la guerre de la langoustine avec les Anglais pour prendre ces deux, et les Irlandais pour prendre ces deux exemples, mais il y en aurait beaucoup d'autres. Ce sont des combats. Et en fait, j'étais motivé par le souci de défendre les intérêts de mon pays et voire les intérêts de l'Europe dans d'autres dossiers. Et donc, je le faisais, je dirais, un peu comme un corsaire, avec une lettre de mission du roi de France, aller combattre les flottes britanniques. Et d'ailleurs, mes ancêtres se battaient contre les Britanniques pendant la guerre de 100 ans, ce qui m'avait lu un jour dans une conférence débat à Londres, l'un de vos collègues qui m'interrogeait, il dit, Monsieur de Silly, vos ancêtres ont bouté les Anglais de France et de Bretagne, rassurez-vous, pour l'euro, vous n'aurez pas à le faire parce qu'on n'ira pas dans l'euro. C'est toujours un petit peu un état d'esprit que vous conservez aujourd'hui, c'est-à-dire un état d'esprit, je dirais pas inquisiteur, mais un état d'esprit qui encourage à mener la politique de manière ferme, forte, dans ce monde qui est si intransigeant, si je puis dire. Oui, je pense que la politique, comme la vie économique d'ailleurs en général, c'est de la négociation en permanence. Et la négociation, c'est un combat, qui n'est pas forcément un combat sanglant, mais quand même un combat, c'est une lutte, c'est comme un sport. Et il faut être dans les meilleures conditions pour l'affronter. Et donc, voir ce qu'il y avait de formidable dans ce que j'ai vécu, c'était de voir comment, avec ce que l'on avait comme moyen, on arrivait à en obtenir le maximum pour la défense de nos intérêts, de l'intérêt de nos compatriotes, qu'ils soient français ou européens, quand c'était pour l'euro. Toujours avec cet esprit négociateur, justement. C'est le message clé qu'il faut comprendre, c'est la négociation et la diplomatie qui priment. C'est la diplomatie qui n'empêche pas d'être une diplomatie musclée, hein. C'est pas de la diplomatie de tasse de thé, mais c'est quand même le principe qu'il vaut mieux être autour du tapis vert pour se battre que d'être dans les tranchées de la Marne. Oui, c'est sûr. Dans le monde qui est le nôtre, avec ses difficultés, avec la guerre aux portes de l'Europe, vous le disiez aussi avec le retour de Trump aux États-Unis, les questions de sécurité ou alors d'environnement, qu'en pense l'homme d'expérience que vous êtes? Est-ce que tout est foutu, si vous me permettez l'expression? Oui, c'est ce que je dis dans la bande de présentation de mon livre. Est-ce que tout est foutu? On s'attend toujours à ce qu'on réponde non. Mais pourtant, quand on regarde un peu autour de nous, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau européen, a fortiori au niveau mondial, on est en droit quand même de se poser des questions et voir de l'inquiétude. Donc, comment faire pour
pour surmonter ces difficultés, comment faire pour éviter que l'Europe, je pense à l'Europe, redevienne ce qu'elle a été pendant 2000 ans, c'est-à-dire un espace de confrontation sanglante et même abominable dans les années 40. Et aujourd'hui, voir la guerre aux portes de l'Europe, et même sur le sol européen, est un sujet de préoccupation majeure, parce que qu'est-ce qui nous garantit que les 70 ans de paix et de prospérité que nous avons vécu entre Européens pourront continuer éternellement? Donc c'est pour ça que poser la question est-ce que tout est foutu, faut espérer que la réponse est non, mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que l'on se trouve dans cette situation. C'est le message à retenir. Merci beaucoup Yves Thibault de Silguy d'avoir répondu à nos questions sur Monaco Info, ancien diplomate et commissaire européen, entre autres, à Monaco pour une conférence qui porte, je le rappelle, sur le titre de votre livre de l'année dernière, sur la navigation dans les eaux agitées du pouvoir. Merci à vous. Merci, bonsoir. En football, 3 jours avant la dernière journée du championnat, l'AS Monaco FC organisait hier une soirée pour ses abonnés au Grimaldi Forum. C'est à cette occasion qu'a été communiquée cette annonce en exclusivité. L'année prochaine, l'international anglais Eric Dier, joueur défensif, quittera le Bayern Munich pour rejoindre le club rouge et blanc pour une durée de 3 ans. Écoutez dans un premier temps la réaction du joueur lui-même et celle du directeur général de l'AS Monaco, Thiago Scuro, au micro de Fabien Bonilla. Is not good enough for more yet, but it will be very soon because I'm very excited to announce that I will be joining AS Monaco in the summer, and I can't wait to get started. I'm really looking forward to wearing this shirt, and I can't wait to meet everyone at the club at the Stade Louis II and get started. So I'm really looking forward to it. I'm going to give everything for this club. And I look forward to seeing you all very soon. Diane Monaco. I believe that we did a very good job first on this case. Eric is running out of contract, playing Bayern Munich, a player with a very solid career for many years, experience. His personal profile also called our attention in terms of mentality, leadership. So this is what we expect for the summer also, to have more and stronger personalities, to help our captains to lead the club and also to support even more our young talented players that are developing here. Pretty sure that he's going to have a nice journey here. He's going to have a good adaptation to our playing style, to the place. It's a very good way to start the summer transfer window. J'imagine que vous travaillez peut-être aussi sur d'autres joueurs, d'autres arrivées. On est tout seul là, vous pouvez me donner quelques secrets? Oh, for sure. Like Eric is something that we've been working much before than today, than the announcement. We are already working also in other targets that we have. We always have a plan very clearly, which potential players may leave, how can we replace, what kind of profile. Always discussing between recruitment, myself, Adi, the president, also involved and supporting all those decisions. Yeah, there is more to come as always, so we hope to have a very busy summer. Et puis je vous le disais, au-delà de cette annonce exclusive, la soirée des abonnés de l'AS Monaco FC a réuni du monde hier au Grimaldi Forum. Fabien Bonilla et Camille Caloni se sont mêlés à la fête, regardez. Plus de 500 abonnés étaient présents au Grimaldi Forum mercredi soir. Ils sont dans le stade toute l'année pour supporter leur équipe de foot et ils ont été récompensés. Le club à la Diagonale les a conviés à une soirée festive avec la possibilité de discuter avec le staff et des joueurs. Le directeur général et l'entraîneur étaient sur scène avec également Thilo Kehrer et Elias Benseguir. Pendant plus de 2 heures, tous ceux qui ont voulu prendre la parole et poser leurs questions ont eu la possibilité de le faire dans une ambiance détendue. Le contexte d'ailleurs le permettait puisque l'AS Monaco Football Club est assuré de participer à la Ligue des Champions l'année prochaine également. For me, it's very crucial this kind of events and nights to put ourselves more together with our fans, to listen them. Sometimes during the season, the emotions are very high. It's very hard to take things in a calm way. I think we had an evening where we could listen what they think, what they expect from us, and of course that we will take all of this in consideration. En parallèle de ce jeu de questions-réponses, de nombreuses animations ont été organisées sur la scène sous forme d'entractes, comme un quiz avec des maillots dédicacés à gagner, ou encore, par exemple, des démonstrations de freestyle. Un rendez-vous apprécié par les abonnés qui ont vécu une saison plutôt positive. Moi, je suis supporter de l'AS Monaco depuis l'âge de 8 ans. J'en ai 62 maintenant, donc et c'est la première fois que je vois ça, parce que à une époque, ça se faisait pas, ça. C'était une belle soirée.
surtout grâce aux résultats de samedi dernier, on va pas se mentir, parce que les résultats ont été favorables. Donc la soirée s'est mieux passée grâce aux résultats. Et le club a fait vraiment une bonne organisation. C'était sympa de pouvoir échanger avec la direction, l'entraîneur, les joueurs et se retrouver avec les supporters. Comme on dit toujours à Monaco, on est une famille. Après une photo de groupe, cette soirée s'est achevée par un cocktail où tous les abonnés étaient également conviés sous la verrière et dans l'espace Indigo, avec là aussi de nombreuses animations. Elles n'ont plus peur de rien. Les Nationales 2 féminines de l'AS Monaco Volleyball s'apprêtent à disputer les phases finales du championnat de France. Elles auront lieu ce week-end près de Paris, au Palais des Sports Marcel Cerdan de Saint-Cloud. Alors c'est à la fois un véritable événement pour l'équipe qui reste invaincue depuis 2 saisons déjà, mais c'est aussi un petit pincement au cœur puisqu'il s'agira de l'une des dernières compétitions de son entraîneur, Eva Hamzaoui, avant qu'elle ne quitte ses fonctions. Et elle est en duplex avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation pour évoquer d'abord ces grands moments que vous avez vécus en 10 années avec votre équipe. C'est beaucoup de souvenirs que vous allez laisser derrière vous et l'on imagine votre émotion à l'approche de votre départ. Hein. Ah oui, c'est vraiment difficile aussi émotionnellement parce que c'est pas vraiment un choix, c'est plutôt un renoncement parce que en fait aujourd'hui je cumule donc 2 activités qui me prennent beaucoup de temps. J'ai 2 enfants et je n'arrive plus à jongler avec toutes ces obligations, ce qui fait que je suis obligée de renoncer et de faire un choix. Voilà aujourd'hui donc c'est très difficile pour moi parce que j'ai passé 10 années incroyables. J'aime beaucoup entraîner. On a eu d'excellents résultats depuis 10 ans à l'AS Monaco Volleyball. Donc forcément, c'est difficile. Vous avez cumulé alors les victoires durant toutes ces saisons, 4 montées en National 2 de National 2 en élite, un titre de championne de France des clubs en beach volley, celui de National 2 2024 et je n'ai pas tout cité. Alors avec le recul, qu'est-ce que vous en retenez? Alors c'est vrai que quand le service communication c'est d'ailleurs une fille de l'équipe qui s'occupe avec brio de la communication du club, a fait ce poste-là. C'est vrai que je ne m'étais pas rendu compte de ce bilan-là qui est vraiment super et c'est des souvenirs incroyables, des émotions partagées, des aventures humaines, des difficultés aussi. Et c'est quand même très émouvant. Et d'ailleurs, j'en parle là maintenant avec beaucoup d'émotion. Oui, on entend votre émotion. Il y a beaucoup de choses à retenir dans toutes ces années d'entraînement. Cette équipe que vous avez entraînée justement pendant 10 ans, vous vous apprêtez à la voir jouer ces derniers matchs à vos côtés, potentiellement jusqu'à la finale et un nouveau titre. Comment vous appréhendez ces dernières dates? Qu'est-ce que vous ressentez? On arrive dans la compétition finale avec, je dirais, le meilleur palmarès pour l'instant par rapport aux autres équipes. Mais on sait que ça va être très compliqué aussi. On rencontre en demi-finale une équipe solide qui est aussi invaincue cette année dans sa poule. Donc on arrive avec cette ambition de gagner et de conserver notre titre, évidemment. On va tout donner. On va garder notre identité collective qu'on a construite depuis des années. Et le but, c'est de se donner à 2000% pour les couleurs de Monaco et puis pour l'équipe et faire honneur à tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Quelles sont les choses auxquelles il faut prêter attention particulièrement avant d'aborder un Final Four comme ce week-end? Quelles sont les difficultés qui vous occupent particulièrement sur ce type de rencontre? Alors, pour l'équipe, notre équipe, ça va être cette envie, je pense, de vouloir bien faire et parfois de vouloir trop bien faire. Donc du coup, dans ces moments-là, il faut gérer une forme d'adrénaline qui est un petit peu différente et surtout, on peut vouloir être trop perfectionniste. Et là, encore une fois, c'est important. On a dans notre discipline cette chance que chaque point est un nouveau match. Donc, c'est tout de suite avoir une mémoire courte et se concentrer sur la suite, sur ce qui va arriver encore une fois sur le moment présent et surtout se détacher de l'enjeu parce que c'est pas en se mettant une pression supplémentaire qu'on va arriver à optimiser son niveau. Oui, il y a toujours cet esprit d'équipe qui joue beaucoup, qui fait toute la différence. On parle donc de ce week-end, mais n'oublions pas aussi les Jeux des petits États d'Europe qui se dérouleront du 26 au 31 mai prochain en Principauté d'Andorre, auquel vous aviez participé d'ailleurs en tant que joueuse aussi. Dans votre palmarès, on compte là aussi 3 médailles décrochées aux Jeux des petits États. Ça reste un défi pour vous. Quel est votre état d'esprit là aussi ?
Ah, c'est extraordinaire. C'est vrai qu'on a une chance incroyable de pouvoir participer à cette compétition. C'est une compétition internationale d'une grande envergure avec un très bon niveau. On a évidemment l'ambition d'aller décrocher une médaille à ces Jeux. Et même si l'équipe du championnat ne sera pas tout à fait la même équipe que celle qui sera présentée au Jeux des petits États, on a, je pense, nos chances aussi de s'exprimer. Et encore une fois, ce sera notre identité collective qui, je pense, pourra faire la différence, qui est basée vraiment sur la solidarité, l'entraide et cette humilité dont on parlait. Et je pense aussi qu'il est important de souligner qu'on a des joueuses d'un talent extraordinaire dans notre équipe. Et ça va être formidable de voir cette équipe évoluer avec ces talents. Si vous aviez un tout dernier message à leur faire passer à vos joueuses, quel serait-il ? Juste, merci. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Eva Hamzaoui, coach des Nationales 2 féminines de l'AS Monaco Volleyball, d'avoir répondu à nos questions ce soir sur Monaco Info. Et l'on vous souhaite une bonne fin de saison avec ces Jeux des petits États d'Europe et les phases finales du championnat de France ce week-end. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette information à présent, une messe du souvenir s'est tenue cet après-midi en la cathédrale de Monaco pour rendre un dernier hommage à Lorenzo Renou, ce jeune de 17 ans, joueur de National 3 à l'AS Monaco Basket qui avait perdu la vie ce week-end dans un accident de la route au retour d'un déplacement en Isère. 5 autres personnes avaient été blessées et sont désormais hors de danger. Une messe donc particulièrement émouvante à laquelle ont participé autour de son Altesse Sérénissime la Princesse Charlène, des membres de la communauté sportive monégasque, des représentants des autorités et bien sûr la famille du jeune homme. Dans un tout autre registre, les Carabiniers du Prince viennent d'intégrer 8 nouvelles recrues dans leur compagnie. La remise des insignes a eu lieu ce matin en présence de leur famille et de leur marraine, son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie. Un moment solennel qu'ont pu suivre Alban Gingembre et Arnaud Humbert. Après 4 mois de formation, voici le visage des 8 nouveaux Carabiniers du Prince. Ils intègrent la compagnie et poursuivront leur formation pendant encore 1 an. Fier d'être enfin Carabinier du Prince. C'est avant tout les valeurs militaires, le prestige de l'uniforme, de servir le prince ainsi que la famille princière et bien sûr les différentes missions et spécialités que l'on peut trouver chez les Carabiniers du Prince. D'avoir ce privilège de travailler pour un chef d'État, que ce soit les missions aussi qui étaient pour moi très importantes. Voilà, ça me permet aussi de continuer la musique parce que je suis musicien, donc être dans l'orchestre des Carabiniers. Donc tout cela, ça m'a donné envie d'intégrer la compagnie. La marraine du corps des Carabiniers du Prince, son Altesse Sérénissime la Princesse Stéphanie, a remis les insignes de corps aux élèves carabiniers. Une cérémonie qui met en avant le sens de l'engagement pour servir avec honneur, fidélité et dévouement. C'est effectivement un métier exigeant. Très très particulier, au contact de la population, au contact des touristes, au contact des hautes autorités. Aujourd'hui, trouver des jeunes qui sont intéressés pour se sacrifier, on se met au service d'un souverain et de sa famille avec des contraintes. Il y a énormément de contraintes, il faut pouvoir les accepter. On a encore des jeunes actuellement qui les acceptent et qui mettent un point d'honneur à venir servir. Le vivier de dossiers de recrutement chaque année diminue. On a encore la chance de pouvoir les choisir. Dès la semaine prochaine, les Carabiniers prendront leurs fonctions dans la Principauté. Ce matin, élus et personnels communaux étaient invités à donner leur sang au foyer Sainte-Dévote dans le cadre d'une opération de sensibilisation organisée par la mairie avec le soutien du centre hospitalier Princesse Grasse. Un geste solidaire important alors que les réserves en sang s'épuisent à une vitesse fulgurante. Écoutez 2 cadres de la mairie expliquer cette démarche au micro de Léa Dutrouille. Mon chef de service, Madame Montovani, un jour m'a proposé cette idée. Je trouvais que c'était excellent, donc on en a parlé au conseil, qui bien sûr s'est rangé à notre avis. On en a parlé au secrétariat général, et Madame Costa nous a donné son feu vert. Donc voilà, tout s'est organisé comme ça, parce qu'on pensait qu'il y avait vraiment une nécessité d'aider le CHPG à trouver le plus de sang possible, parce que finalement, quand une personne donne son sang, c'est 3 vies qui peuvent être sauvées. On espère bien pérenniser ça et que l'an prochain, on se revoit tous là. Voilà, vous voulez le faire l'année prochaine? Oui, on aimerait vraiment le faire tous les ans parce que je pense qu'on aura d'autres donneurs du coup. Les gens vont parler. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, justement, on a eu beaucoup de premiers donneurs, des gens qui n'avaient jamais eu l'idée de le faire ou que c'était trop compliqué, alors que là, on est sur leur lieu de travail, c'est beaucoup mieux.
C'est un acte de solidarité important pour la mairie et l'ensemble du personnel communal qui compte quand même 850 personnes. Donc c'était bien d'organiser ces 2 jours de collecte du sang au sein de la mairie pour faciliter le don du sang. Souvent on n'y pense pas ou on n'a peut-être pas le temps et donc voilà, c'est aussi pour inciter à donner son sang et aussi à être des primo-donneurs. Parce qu'on sait que le CHPG malheureusement a besoin de beaucoup plus de sang qu'il n'en reçoit. Donc donnez votre sang, organisez aussi des collectes de sang au sein de vos institutions ou au sein de vos entreprises. Voilà, ça aide. La Fondation Prince-Pierre poursuit son déplacement à Paris. Hier, elle a organisé sa traditionnelle conférence magistrale en partenariat avec les rencontres philosophiques de Monaco. Et c'est le philosophe Jacques Rancière qu'elle a choisi pour cet exercice au titre de lauréat du prix de la Principauté qu'il avait reçu en 2023. La conférence s'est déroulée à la Maison de la Poésie, en présence notamment de Charlotte Casiraghi et de Robert Maggiori, respectivement présidente et cofondateur des rencontres philosophiques. Le thème choisi par Jacques Rancière était celui de la force des émotions. Écoutez-le au micro de Christophe Paco. Il explique justement comment nos sentiments peuvent nous affecter dans notre monde et son actualité morose. On vit une période, disons, les gens sont quand même assez déprimés, quoi, que ce qui se passe un peu partout dans le monde, un petit peu, disons, la hausse, disons, les pouvoirs, les puissances, on peut dire vraiment un peu de l'inégalité, de la passion haineuse, de la xénophobie, du complotisme. Bon, tout ça, effectivement, crée une espèce de sentiment un petit peu déprimant. Donc la force des sentiments, c'est aussi la force, éventuellement, qu'elles ont pour produire de la faiblesse. On pense toujours que tout ce qui se passe, Trump et les autres, tout ça, c'est à cause des ignorants. Bon, ces pauvres types au fin fond du Wyoming ou du Dakota, ils ne peuvent pas contrôler les fake news. Mais bon, donc voilà, on se flatte en quelque sorte de l'idée que ce sont des ignorants qui nous causent nos malheurs, quoi. Or, j'essayais de prouver que non, quoi. D'un côté, de prouver que non. Du même coup, peut-être d'essayer de libérer les gens de ce sentiment qu'on a. Parce qu'effectivement, on vit dans un monde dont on souffre, quoi. En même temps, avec cette espèce de consolation pas très sympathique qui consiste à se dire « Oui, on en souffre, d'accord, mais on connaît les raisons. » C'est ça le problème, si vous voulez. Oui. Moi, qui suis quand même maintenant quelqu'un de très âgé, quoi. Voilà, c'est fou ce qu'on a appris, sur la raison des choses en 60 ou 80 ans, quoi. Et en même temps, disons, plus on apprend, plus la science se développe, la science sociale, tout ça, tous les modes d'explication se développent et plus finalement ce savoir s'avère comme inutile, quoi. Et en même temps, justement, nous rend tristes. Voilà, petit résumé de sa conférence. Et d'autre part, sachez que ce soir seront dévoilés à leur tour les 5 finalistes nommés pour le prix 2025 des rencontres philosophiques qui sera remis le mois prochain à Monaco à l'occasion de la Semaine Philo. Ils sont audacieux et passionnés, c'est ce qui les a poussés à participer au Monaco Ocean Protection Challenge, un concours international qui permet au groupe de jeunes que vous allez découvrir de s'engager en faveur du monde bleu. Ça s'est passé hier au musée océanographique de Monaco où ils ont pu défendre leur projet face à des experts du monde entier. Léa Dutrouille et Arnaud Imbert les ont suivis, regardez. Start-up éthique, solutions contre la pollution plastique, innovation inspirée du vivant. Tous ont planché pendant des mois, voire des années. Leur objectif, convaincre un jury d'experts que leur projet peut à son échelle protéger ce qu'il reste du monde marin. Le contexte, lui, est fort. Dans un peu moins d'un mois, la conférence des Nations Unies sur l'océan se tiendra à Nice. L'occasion pour le musée océanographique de Monaco d'assurer la mobilisation des secteurs privés lors de cette grande finale. L'idée ici avec le MOPC, c'est vraiment de se dire qu'on soutient et des startups et aussi des jeunes entreprises qui ne sont pour certaines même pas encore créées pour vraiment avoir un impact concret sur la protection des océans et pouvoir s'inscrire dans le cadre de l'UNOC et plus globalement dans le cadre de la protection des océans qui est encore une fois vraiment un enjeu stratégique et majeur de l'ère actuelle. Cette année, les idées fusent pour cette 8e édition du Monaco Ocean Protection Challenge. Elles viennent de France, d'Inde, du Canada ou encore de Corée du Sud et sont toutes portées par la jeune génération à la recherche de partenaires et de soutien financier. Mais l'urgence, elle, ne faiblit pas. Selon l'ONU, si rien ne change, il y aura plus de plastique que de poissons dans les océans d'ici 2050. Aujourd'hui, pour parler un petit peu de chiffres, il y a 50 000 m3 d'algues vertes qui s'échouent tous les ans sur les plages. Et donc nous, notre solution, ça vise à récupérer ces algues vertes et les transformer en un écomatériau. Et aujourd'hui, il y a aussi 1,5 million de maisons en France qui sont très mal isolées. Donc voilà, notre matériau va proposer en fait une solution et une alternative durable à tous ces isolants qui existent sur le marché qui sont polluants. Au-delà de l'exercice académique, ce challenge est devenu un incubateur d'engagement. Certains anciens lauréats sont aujourd'hui à la tête de leur entreprise. D'autres siègent à leur tour dans le jury pour transmettre le flambeau. Surtout dans l'économie bleue, dans l'économie de l'océan.
un prototype montre qu'une solution peut marcher, mais on a besoin d'une échelle, d'un volume de production énorme pour arriver vraiment au marché. Donc on n'est pas encore tout à fait rentré dans le grand marché global, mais dans ces 4 ans, on est parti de vraiment montrer une idée, un concept. On a déjà livré plus de 150 tonnes d'aliments durables pour l'aquaculture et on a réduit l'impact, on a réduit le besoin de pêcher 10 millions de poissons de la mer. Le MOPC, c'est cela, une scène où la jeunesse tente, trébuche parfois, mais surtout agit. Une start-up africaine a d'ailleurs été mise à l'honneur pour réduire la pêche intensive. Dans un monde à bout de souffle, c'est une bouffée d'oxygène. Un mot d'une nouvelle exposition qui a été inaugurée hier dans la Galerie des Pêcheurs. Elle prend le nom du Sanctuaire Pélagos et est présentée par l'association We Are Méditerranée. Il s'agit d'une sélection de clichés exceptionnels capturés par le grand photographe naturaliste Greg Lecoeur et qui mettent en lumière la richesse de la biodiversité des fonds marins du Sanctuaire Pélagos qui couvre un large périmètre de la Méditerranée entre la France, Monaco et l'Italie jusqu'au nord de la Sardaigne. Cette exposition fait partie des événements précurseurs de la conférence de l'ONU sur l'océan qui aura lieu, je le rappelle, en juin à Nice. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi et merci pour votre fidélité à notre antenne. Dans un instant, la météo, présentée par Alban Gingembre. Ensuite, vous avez rendez-vous avec Yann-Anthony Noguès qui a rencontré l'ambassadeur de l'Ordre de Malte, Alberto Di Luca. Dès demain, ce sera Sarah Nkari qui vous accueillera pour vos journaux du week-end. Je vous laisse sur les images de la soirée des abonnés de l'AS Monaco FC hier au Grimadi Forum, capturé par notre photographe Edouard Wright. Excellente soirée sur Monaco Info et à bientôt. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Demain, on ne saura toujours pas comment s'habiller. La météo en fait encore des siennes avec un temps incertain en cours de journée. Le ciel clair du matin, quoique légèrement nuageux, deviendra variable l'après-midi avec des nuages plus présents et en faible risque d'averse. Du vent aussi qui se réveille ce vendredi. Pourtant, un indice UV toujours élevé avec des températures allant de 18 à 20 degrés. La citation du jour, un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse, des mots d'Honoré de Balzac, car ce vendredi 16 mai, nous fêterons les Honorés. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.